Donc l'idée, c'est de faire un tour d'horizon de Chiamo. J'étais en train de présenter celle-ci, la performance des centres de relations clients, donc l'équilibre entre la qualité de service, c'est-à-dire la capacité à traiter les interactions, la satisfaction, c'est-à-dire la capacité à rendre le service dans de bonnes conditions, et puis l'efficience qui est finalement la capacité à faire le job correctement, si on doit vendre plus, si on doit traiter des incidents, traiter plus de tickets, etc. Pour vous accompagner sur cette performance, on intervient sur les outils et les hommes et on va apporter tout un ensemble de solutions qui vont être autour de la distribution et du traitement des interactions. Donc, Chiamo fait partie des solutions qui répondent à cette problématique, de la digitalisation du parcours client, du pilotage et de l'accompagnement des équipes, de la mesure de la performance et de la robustesse des infrastructures. Et en ce moment, c'est un sujet qui est particulièrement au cœur de l'actualité. Donc, notre leitmotiv, agir sur toute la chaîne de valeur de la relation client, les outils et les hommes. Alors, si on parle maintenant du vif du sujet, donc les évolutions de Chiamo 7, Chiamo 7.5, donc les évolutions sont pour la plupart déjà disponibles. On va avoir des évolutions sur l'optimisation et l'amélioration des performances, des évolutions sur la sécurisation et la robustesse et des évolutions sur la montée en puissance et scalabilité. On va dire que sur cette version 7 et 7.5, on assiste à essentiellement des mises à jour technologiques, du socle technologique de Chiamo. On peut être un petit peu frustré par finalement le manque d'avancées visibles, la partie émergée de l'iceberg est finalement pas très grande a priori, mais la partie immergée, elle, est assez conséquente avec beaucoup d'améliorations qui vont aller dans le sens de on va dire l'adaptation de la solution Chiamo à des environnements de plus en plus grands et de plus en plus complexes. Donc le premier point qui est très très important, c'est, enfin en tous les cas pour nous qui hébergeons la solution et qui délivrons des services opérés, c'est la possibilité d'installer Chiamo sur des noyaux Linux. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça facilite les installations et la migration. On a la possibilité avec des outils comme Ansible de packager en fait des, des images de Chiamo et de les mettre en production très facilement. Et ça permet aussi d'accroître les performances de la solution, puisque la solution étant bâtie essentiellement sur des socles Apache, PHP, qui sont historiquement des socles plutôt Linux, naturellement, du Linux sur du Linux, ça va toujours beaucoup plus vite que du Linux sur du Windows. Ça peut générer comme effet de bord la nécessité de faire des investissements en compétences, des investissements en matériel. Nous, on peut constater, alors je ne sais pas si mes amis de Chiamo participent au webinaire et vont peut-être me tirer les oreilles après, mais on a aujourd'hui des difficultés d'adaptation de certaines fonctionnalités dans l'environnement Linux. Pour nous, chez Telsi, aujourd'hui, par exemple, le fonctionnement du média mail n'est pas validé à l'heure actuelle sous Linux. On a des soucis de régression sur ce support, là où en revanche la voix fonctionne. On a pu valider tout le fonctionnel de la voix sur un ISO périmètre Windows et Linux. Après, le dernier point, c'est plus un point de vigilance. C'est bien entendu le manque de recul sur l'installation sur Linux. Aujourd'hui, nous chez Telsi, on a fait des tests de mise en place, d'installation, des tests fonctionnels, mais on n'a pas déployé sur des infrastructures de 100, 200, 300, 400 agents pour voir comment le système réagissait dans un contexte opérationnel. Et comme c'est une nouvelle version, fatalement, il y a d'une manière générale assez peu de clients Chiamo qui aujourd'hui utilisent cet environnement. Donc c'est très prometteur, mais on en saura plus dans les mois qui viennent lorsqu'on aura pu confronter cette nouvelle version à une contrainte opérationnelle réelle. Dans la continuité de ces évolutions techniques, donc la partie immergée de l'iceberg, on a tout ce qui est réplication de base MongoDB. Alors là aussi, c'est une avancée pour les techniciens que nous sommes assez majeure et qui était très attendue, qui va nous permettre d'avoir déjà des sortes de clusters de bases de données, sans rentrer trop dans le détail technique. Ça apporte de la sécurité et de la performance et ça apporte là aussi de la
la performance au sens de la rapidité d'exécution. On va pouvoir optimiser notamment ce qu'on appelle les recherches dites full text. Alors ça, c'est une problématique qu'on a beaucoup rencontrée et on s'excuse auprès de nos clients qui écoutent ce webinaire et qui ont peut-être ce genre de soucis. Lorsqu'il y a notamment beaucoup de trafic de médias digitaux, notamment de mails, et qu'on doit faire de la recherche d'interaction dans la base d'interaction, c'est-à-dire je recherche un mail il y a quelques mois, les recherches full text consomment énormément de ressources et peuvent même aller jusqu'à poser des vrais gros problèmes de performance, voire des problèmes d'incidents techniques. Donc on était à la fois sur une problématique d'usage, puisque finalement on sait que ces recherches full text posent des problèmes de performance, donc on pourrait s'astreindre à ne pas les utiliser, mais on sait bien que dans un contexte opérationnel, si on a un superviseur ou un conseiller qui a besoin d'aller faire cette recherche, il le fait, il pense pas nécessairement à ce qui se passe derrière, et on avait cette grosse problématique de performance. Aujourd'hui, avec cette version 7.5, on va normalement réussir à bien mieux gérer ces recherches et à pouvoir utiliser tout le potentiel de la base interaction. Le petit point de vigilance, c'est que qui dit cluster dit multi-machines virtuelles, donc plus de machines virtuelles à solliciter, plus de ressources. Ça veut dire pour nous qui hébergeons plus d'investissement, ou pour vous qui hébergez chez vous plus d'investissement, mais aussi une évolution de l'architecture pour nos clients qui souhaiteraient bénéficier de ces besoins. On va devoir démultiplier les VM et donc augmenter les coûts sur cette partie-là. Je profite de cette présentation lors des différentes présentations fonctionnelles et techniques. Alors je m'en excuse, j'aurais souhaité pouvoir vous montrer concrètement en manipulant l'outil les éventuelles modifications fonctionnelles et techniques. Malheureusement, là aussi c'est l'effet Covid. Le Covid est passé par là et on n'a pas pu mettre en œuvre tout ce qu'on souhaitait pour ce webinaire. Donc si vous avez des points de précision que vous souhaitez, surtout n'hésitez pas à les noter et à nous les redemander a posteriori. On se fera un plaisir de creuser avec vous tel ou tel aspect si vous souhaitez qu'on les creuse avec vous. Sur les évolutions technologiques, donc on a aussi la mise en place d'un backup des données de configuration et d'exploitation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir maintenant, lorsque vous avez un environnement de prod, donc qui est, comme son nom l'indique, utilisé pour la production, et un environnement de qualification à côté, on va pouvoir réaliser des modifications dans l'environnement de qualification, les tester, les valider, et lorsqu'ils seront validés, les transférer globalement sur la prod sans avoir finalement à reconfigurer sur la prod. Alors qu'aujourd'hui, si je faisais une modification sur la qualification, je testais ma modification. Une fois qu'elle était validée, il fallait que je refasse le paramétrage sur la prod à la main, donc perte de temps et puis risque d'incident. Là, on simplifie quelque part le déploiement sur tout environnement, donc prod, qualif, test, et on simplifie les montées de version puisque on va pouvoir monter une version et transférer l'intégralité de la prod sur cette version sans passer par des mécanismes connexes et fastidieux. On va aussi retrouver dans cette version plus de traçabilité au niveau des opérations de paramétrage. Donc on peut suivre ce qui est l'historique des opérations de paramétrage qui ont été faites sur Kiamo. Attention, on attend nous que l'éditeur aille encore plus loin sur le niveau de détail et le niveau de granularité de qu'est-ce qui a été modifié. Aujourd'hui, on sait que tel utilisateur est allé faire une modification, mais on ne sait pas nécessairement toujours qu'est-ce qui a été modifié. Donc, si on veut revenir en arrière ou vérifier, là aussi, on reste un tout petit peu sur notre fin, mais c'est déjà encourageant d'avoir cette première étape. Une autre étape, c'est la fusion de l'API tâche et de l'API interaction. Alors là, il s'agit d'une évolution, on va dire, d'architecture, comme il en arrive souvent dans les produits. Le point de vigilance, c'est que ça entraîne des modifications lors de la migration pour ceux qui utilisent l'API tâche. Alors ce sera plus tard, puisque l'API tâche reste utilisable dans la version 7. En revanche, elle risque de ne plus l'être dans la version 8, donc il faudra anticiper des migrations pour les développements qui sont anciens et qui utilisent cette API tâche.
L'authentification externe LDAP pour Kiwi, donc là c'est une évolution technologique qui permet concrètement de pouvoir faire une connexion automatique, donc de simplifier l'utilisation et gain de temps pour les agents. J'arrive le matin, je lance Kiwi, Kiwi se connecte automatiquement au travers de l'annuaire LDAP et on n'a pas besoin d'avoir recours au login mot de passe. Sur l'intervalle de récupération des messages des connecteurs, là, nous, on avait noté on va dire un choix de Kiamo qui nous semblait pas très opportun sur les canaux digitaux. C'était finalement un mode pool, c'est-à-dire une moulinette qui allait chercher, qui allait récupérer les messages sur tout ce qui est messagerie instantanée et SMS je crois que c'était toutes les minutes ou toutes les 2 minutes. Donc ça crée finalement une interaction qui n'était pas très fluide. On pouvait avoir des messages WhatsApp qui restaient coincés et qui n'étaient finalement pas traités avec la fluidité qu'on peut attendre sur de la messagerie instantanée, comme son nom l'indique, doit être instantanée. Donc là, on est passé sur un mode de récupération qui est de 5 secondes, ce qui permet déjà de simuler finalement un mode pull push de façon assez fluide. Après, alors là, je fais un peu de pub pour Telsi. Je vous rappelle que chez Telsi, on a notre environnement Telsi as a Service, qui est une couche d'abstraction applicative qui permet d'aller interroger les connecteurs de réseaux sociaux notamment et de messagerie d'une manière générale, donc SMS, WhatsApp, messagerie instantanée, Twitter, en mode push, c'est-à-dire d'aller directement récupérer les messages dès qu'ils apparaissent dès qu'ils sont envoyés, quoi. Donc le message WhatsApp sort du téléphone de votre client, il est instantanément poussé jusqu'à Kiamo pour être distribué et permettre une interaction immédiate. Bon, en revanche, ce mode de fonctionnement nécessite bien entendu de travailler avec la couche d'abstraction TAS de Telsi. Alors, autre évolution technologique, on a la mise à jour des composants tiers, PHP, Apache, MySQL, MongoDB, etc. La généralisation du format JSON versus XML, et puis les modules en 64 bits. Donc là, on est typiquement sur des mises à jour de version et de sécurité. Ça peut paraître évident, mais il y en a certaines qu'on attendait déjà depuis la version précédente, parce que elles pouvaient créer des points de vigilance importants en termes de fiabilité ou de sécurité. Donc ces mises à jour des composants tiers sont particulièrement importantes pour la robustesse et la sécurisation de la plateforme. Chez Telsi, on héberge beaucoup de Kiamo dans le cloud pour délivrer des services cloud à nos clients. Et c'est vrai que on est particulièrement vigilant à la mise à jour et l'évolution de ces composants qui sont pas visibles. Là, une fois de plus, c'est dans la partie immergée de l'iceberg, mais qui sont critiques pour garantir un service de sécurité. Donc là, on va dire que ces évolutions technologiques sont particulièrement rassurantes quant à la capacité à Kiamo de répondre à des exigences de sécurité élevées dans le cloud. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux évolutions fonctionnelles. Alors c'est là où je vous prie de m'excuser par avance, ça peut être un petit peu frustrant parce qu'on va évoquer les évolutions fonctionnelles, mais on ne va pas les montrer. Et donc si vous souhaitez qu'on rentre plus dans le détail lors on va dire d'un point en face à face, n'hésitez pas à nous solliciter. On se fera un plaisir de vous illustrer ce que je vais dire là par des exemples précis. Donc, les évolutions fonctionnelles, comme je vous le disais, on en a finalement proportionnellement moins. En tous les cas, c'est moins important et moins flagrant que la partie technologique, puisque là, on est sur une version qui a essentiellement apporté des évolutions techno, qui une fois de plus sont la partie immergée de l'iceberg, mais croyez-moi, ont toute leur importance dans la robustesse de vos solutions techniques. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver de la gestion multigroupe. Alors, la gestion multigroupe, ça veut dire avant, vous n'aviez un agent ne pouvait appartenir qu'à un seul groupe d'agents, ce qui parfois, alors ce qui peut poser des problèmes sur deux aspects. Le premier, c'est que
quand on voulait déborder d'un agent à un autre s'il n'appartenait pas au même groupe, on était obligé de déborder vers des groupes. Ça pouvait poser des problèmes de configuration, ça pouvait complexifier la configuration. Là, on peut plus facilement déborder pour gérer des pics de charge entre un groupe d'agents A et un groupe d'agents B. Le deuxième effet positif, c'est que compte tenu que Kiamo est beaucoup articulé autour des groupes en termes de visualisation des statistiques, visualisation des fonctions, enfin on va dire des paramétrages, par exemple les scripts IVR, enfin tout un ensemble de choses. Cette vision multigroupe va nous permettre de mieux contrôler ce à quoi accèdent les différents utilisateurs. Les qualifications multiples, un point aussi qui était pas mal demandé et qui était attendu, c'est le fait de pouvoir désormais avoir une qualification principale, donc par exemple appel abouti, et puis une sous-qualification, rendez-vous pris, appel argumenté, voilà, choses comme ça. Donc ça apporte plus de précision dans la nature de l'interaction. Attention, aujourd'hui dans cette version, au niveau des statistiques, on ne retrouve pas encore tous les motifs de qualification. Donc en fonction de vos cas d'usage, bien tester cette fonctionnalité avant la mise en production pour pas avoir des effets de bord désagréables en se disant bah, j'ai précisé mes qualifs mais en fait je les retrouve pas dans les stats. C'est un peu dommage. Donc attention quand même. Je pense que c'est une fonctionnalité qui va sans doute être amenée à évoluer dans les versions suivantes. La possibilité de rendre la qualification obligatoire pour tous les médias. Donc ça, c'est un aspect qui est important. C'est on peut maintenant pour le téléphone, mais aussi pour le mail, pour le chat, obliger la qualification avant de pouvoir changer d'état. Donc les statistiques vont être plus fiables, puisqu'en fait l'effet de bord de ne pas avoir ces qualifications obligatoires, c'est que bah, on se retrouvait avec beaucoup d'interactions qui n'avaient pas de qualification. Et comme la qualification est quand même pas mal utilisée pour mesurer on va dire l'impact des différents flux, pardon, excusez-moi, dans notre qualité de service, il est particulièrement important d'avoir des bons motifs de qualification et de faire en sorte que les agents qualifient avant de passer à une autre interaction. Cette évolution, elle corrige aussi un défaut, enfin nous on considère que c'est un défaut chez Telsi, qu'avec Yamo, qui en fait, lorsque vous étiez en post-appel et que vous arriviez à la fin du post-appel, comme la qualification était obligatoire, tant que vous n'aviez pas qualifié, le post-appel continuait. Et quand vous qualifiez l'interaction, finalement le post-appel continuait indéfiniment à fonctionner. Il fallait faire une action de changer d'état pour revenir dans un autre état. A priori, ce dysfonctionnement est corrigé dans cette version 7.5, si bien que quand je suis agent et que je qualifie mon appel, donc même si j'ai dépassé le post-appel parce que j'ai pas encore qualifié, au moment où je qualifie mon interaction, mon état change automatiquement. Je continue, pardon. Donc la gestion des fuseaux horaires, donc là, ça concerne essentiellement ceux d'entre vous qui travaillent en multi-pays. Donc on va pouvoir utiliser la solution dans un contexte international avec des horodatage des interactions qui sont indexés sur le fuseau horaire du pays. Bon, bien entendu, là on est typiquement dans des évolutions qui sont apportées au produit depuis l'internationalisation, pardon, de l'éditeur, qui c'est plutôt une bonne nouvelle, fait face à des clients de plus en plus grands, de plus en plus présents dans différents pays et qui font évoluer le produit. Dont on a déjà eu des évolutions au niveau des, euh, des langues avec l'ajout au fil de l'eau de nouvelles langues au niveau des interfaces. Et là, on a maintenant aussi la gestion technique de ces contraintes internationales. Globalement, les interfaces ont été aussi améliorées d'un point de vue ergonomique, pardon, pour pouvoir travailler sur les vues de listes et les critères de filtrage de ces vues. Là aussi, c'est une évolution qui était assez attendue chez nous, parce que c'est vrai que si l'interface
est à la base très ergonomique, très user-friendly, on va dire. On a parfois des listes très longues et très complexes à gérer et à piloter. Jusqu'à maintenant, on regrettait de ne pas pouvoir intervenir sur ces listes et les gérer de façon un petit peu ergonomique et utile. Donc, on est bien content de cette nouvelle évolution. Sur la voix, donc une évolution là aussi qui était intéressante, c'est le fait de pouvoir enregistrer les conversations de bout en bout, y compris sur les appels qui sont en consultation ou les appels qui sont en transfert externe. Donc je reçois jusqu'à maintenant, Kiamo, lorsqu'on recevait un appel, donc je reçois un appel au niveau du centre de relations clients, je fais une opération de consultation auprès de, je sais pas moi, le back-office comptabilité pour avoir le résultat d'une opération. L'enregistrement n'était pas, enfin l'enregistrement ne contenait pas toutes les conversations. C'est chose faite maintenant dans la version 7.5. Donc ça permet d'avoir, lorsqu'on fait des enregistrements, toute la teneur de la discussion avec les parties qui sont rentrées dans la discussion. Attention, gros point de vigilance sur, bien entendu, le respect de la législation et du RGPD. Lorsqu'on enregistre des conversations, il faut que, enfin la règle en gros, c'est que tous les acteurs doivent être au courant qu'ils peuvent être enregistrés. Donc ça nécessite de bien faire attention quand vous faites des consultations ou des transferts externes. Il faut bien s'assurer que les tierces parties qui vont rentrer dans la discussion soient bien au courant qu'ils peuvent être enregistrés. L'autre effet de bord, c'est que bien entendu, plus on enregistre de monde, plus on est gourmand en ressources et donc plus il faut d'espace pour stocker. La libération des canaux SIP lors des transferts, ça aussi, on parle d'évolution fonctionnelle, mais finalement, c'est là aussi très technique. L'intérêt de la libération des canaux SIP, c'est que sur Kiamo, comme votre système téléphonique passe l'appel à Kiamo, puis Kiamo repasse l'appel au système téléphonique, si on fait un transfert, on monopolise deux canaux de communication, alors qu'en fait, les agents ne sont plus sollicités. Donc, si derrière, j'ai d'autres communications qui arrivent pour vos agents, on peut générer, si on a beaucoup de transferts externes, par effet de bord, des saturations de l'infra télécom. Typiquement, enfin, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais ça peut arriver. Le fait de libérer les canaux, ça signifie que si un agent traite un appel, puis renvoie l'appel vers un service back-office qui se trouve sur un autre site, il va derrière libérer tous les canaux et donc il y a plus du tout de risque de saturation lié à ces transferts et à ces consultations. Attention, là aussi, il y a un point de vigilance. Alors, c'est pas tant que l'intégration est complexe avec le système de téléphonie, c'est que l'intégration est possible ou pas. Voilà, c'est assez binaire. Cette libération des canaux fait appel à des spécificités du protocole SIP qui ne sont pas nécessairement compatibles avec tous les équipements téléphoniques ou tous les opérateurs. Donc, ça n'est possible que si l'équipementier avec qui discute Kiamo est lui aussi capable de libérer les canaux. Donc ça, c'est juste une chose à valider. Faut pas se dire bon, c'est pour argent comptant. À partir du moment où je migre en 7.5, je vais gagner en capacité de traitement de mes appels et je vais éviter les saturations. Ça n'est pas aussi simple. Il faut avant tout vérifier que l'autre équipement qui est en face le permette lui aussi. La saisie des DTMF depuis Kiwi, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que un conseiller, lorsqu'il doit faire du sortant, par exemple, donc faire une campagne sortante et qu'il tombe sur un menu vocal interactif, pour le service commercial taper 1, pour le service technique taper 2, peut directement depuis Kiwi taper 1 ou 2 sans repasser par son téléphone ou par son softphone adossé. Donc l'idée là, c'est petit à petit de pouvoir gérer un maximum de fonctionnalités téléphoniques sur le bandeau agent et ne pas avoir à naviguer ergonomiquement entre sa souris et son téléphone ou son softphone qui peut être sur l'écran.
Autre aspect technico-fonctionnel, des petits détails, mais on dit souvent que le diable se cache dans les détails. Pouvoir, lorsqu'on fait des transferts internes, donc je suis dans Kiamo et je vais faire un appel sortant vers un service interne ou faire un transfert ou une consultation, afficher le nom en fait de l'agent sur le téléphone que reçoit votre interlocuteur. Donc c'est pratique pour les appels internes. Je suis sur le centre de contact, je veux consulter ou transférer au back-office. Le back-office voit le nom qui apparaît sur son téléphone, plutôt qu'un numéro de téléphone dont il ne sait pas forcément de quoi il s'agit, ou un numéro de téléphone qui est juste le service client. Sur la partie maintenant digitale, donc quelques évolutions importantes sur le messaging. La mise en place d'abord des scripts de chat, donc qui permettent d'automatiser l'échange avec le client et l'identification avant la mise en relation. Donc avant, lorsqu'on lançait une session de chat avec Kiamo, on était directement mis en relation avec un agent disponible pour converser avec lui. Aujourd'hui, on peut mettre en place des stratégies d'automatisation. Ça pourrait être par exemple, si vous rentrez en communication avec nous pour une commande, cliquez ici, ou pour autre chose, cliquez là, ou dites commande. Et donc en fonction de ce qui est écrit, de faire un routage un petit peu dynamique vers l'utilisateur. Le point de vigilance, c'est de revoir la façon dont vous interagissez entre le site web et vos agents. Donc c'est pas, quand on met moins, c'est pas forcément un moins, c'est plus un point de vigilance. L'intérêt, c'est qu'on peut, alors l'idée, c'est pas de faire du chatbot, hein, on n'a pas, il n'y a pas autant d'intelligence derrière, mais de faire des prémices de routage. Voilà. Donc de faire un peu ce que le serveur vocal interactif est pour le téléphone, de commencer à reproduire un peu ces mécaniques au niveau du chat pour pouvoir faire de la préqualification avant mise en relation. Au niveau là aussi du chat et du messaging, on retrouve des fonctionnalités là aussi qu'on pouvait attendre pour, on va dire, se rapprocher des spécialistes du domaine, puisque si je positionne Kiamo dans l'écosystème des outils de gestion des interactions clients, Kiamo est un excellent outil généraliste sur une vision 360 du client. Il permet de gérer plein de canaux, mais quand on est généraliste, on a du mal d'être forcément sur chaque segment aussi bon que les spécialistes. Sur le messaging et le chat, on récupère ici la capacité à utiliser des modèles de phrases. C'est un point qui était attendu depuis là aussi pas mal de versions pour pouvoir quand même se rapprocher, on va dire, du b.a.-ba de ce qui peut être fait sur des outils spécialisés. Donc là aussi, c'était attendu, ça va dans le bon sens et on espère que la version 8 va apporter dans ce domaine d'autres évolutions majeures en termes de fonctionnalités dans le digital. La possibilité de gérer des contenus enrichis aussi, là toujours dans cette même idée, se rapprocher de ce qu'on peut faire et de ce qu'on a l'habitude de faire quand on fait du messaging, donc utilisation des émoticônes, réception de fichiers et mise en lumière, on va dire, des liens hypertextes. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. Clémence, est-ce qu'on a des questions de nos différents participants? Alors non, nous n'avons pas de questions pour le moment des participants. N'hésitez pas à les poser via l'onglet questions et nous y répondrons, même après ce webinaire. Voilà, on a fait le tour de la question. Donc, comme je vous le disais, malheureusement, webinar sans pouvoir vous montrer concrètement. J'aurais aimé sur certains aspects pouvoir vous les illustrer, pardon, par des copies d'écran ou des éléments factuels. Si certains points ont retenu votre attention et que vous souhaitez en savoir plus,
n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous êtes client, bien entendu, à revenir soit vers le support Telsi ou votre interlocuteur commercial. Si vous n'avez pas la chance d'être un de nos clients, n'hésitez surtout pas à me solliciter moi directement ou à solliciter là aussi un interlocuteur commercial pour avoir plus de précision. On se tient à votre disposition pour vous éclairer sur ce qui a été dit ici et peut-être vous le démontrer de façon un petit peu plus pragmatique. Et Alors, je puis, me permets du coup, oui, vas-y. d'intervenir. Du coup, j'ai eu une question de la part de Elisabeth Lelostec. Alors, bonjour, j'ai une question concernant la gestion des boîtes mail. Est-ce toujours géré avec des boîtes POP? Alors oui, c'est toujours géré avec des boîtes POP et c'est un point effectivement un point de vigilance important sur lequel nous sommes sensibles, que nous avons remonté à l'éditeur, puisqu'on sait que le protocole POP va, il va pas réellement disparaître, mais en tous les cas, il va évoluer de façon assez critique dans les années à venir. Et donc, de toute façon, il y aura nécessairement une évolution de l'interopérabilité mail chez l'éditeur, mais ça n'est pas le cas sur cette version. Donc sur la 7 et 7.5, on reste sur un mode d'interopérabilité comme avant, en POP. Alors juste précision, il y a toujours moyen quelque part de créer un middleware qui va s'interfacer en IMAP et qui lui-même après va mettre à disposition les messages IMAP en POP. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais il y a toujours des solutions dans l'informatique du 21e siècle. Merci. Je n'ai pas de questions pour le moment. En tout état de cause, sur alors que ce soit typiquement cette question ou d'autres questions qui vous viendraient, qu'elles soient techniques ou fonctionnelles, vraiment n'hésitez pas. Je vous remercie à tous pour votre participation. Je suis désolé pour les conditions un petit peu particulières de ce webinaire. Je crois qu'on a eu quelques petits soucis techniques au démarrage. Et puis, j'espère qu'on vous a apporté quelques éclairages qui vous serviront pour la suite. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à tous et je vous souhaite un très bon appétit et puis un bon week-end dans pas très longtemps. Merci bien. Au revoir à tous.